à tous. Aujourd'hui, le numéro d'Entrepreneurs du Monde est un peu spécial car nous n'allons pas parler avec un entrepreneur qui est installé dans un pays, mais nous allons parler avec quelqu'un qui va aider les entrepreneurs à aller à l'international. Pedro Novo, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur du financement export chez BPI France. Merci à vous d'être avec nous. Alors, nous allons parler en deux temps. Nous allons parler d'abord d'un continent qui fait rêver les entrepreneurs, peut-être parfois à tort d'ailleurs. Ils pensent que c'est facile alors que ce n'est pas toujours le cas. C'est peut-être même parfois le contraire. Et nous allons parler d'un autre continent qui ne fait pas encore rêver aujourd'hui, mais qui va bientôt devenir la terre promise des entrepreneurs dans 20, 30 ans, peut-être 10 ans. On vous en parle plus tard. Je commence avec une question toute simple. Les entrepreneurs qui viennent vous voir, les entrepreneurs français, quand ils veulent aller à l'international, c'est dans quel pays, dans quelle zone ? Les entrepreneurs français, notamment de la nouvelle génération, sont extrêmement open sur la globalisation de leur business. Et la réalité, c'est que les marchés sont extrêmement ouverts avec des finalités de secteurs d'activité qui sont plus attractifs que d'autres. Quand on est sur le digital et la tech, assez naturellement, les entrepreneurs vont chercher dans leur start-up ou dans les entreprises plus matures à aller se tester sur le marché américain. Mais globalement, ce qu'ils vont rechercher, c'est trouver une traction sur un volume de marché suffisamment important pour qu'ils puissent pouvoir scaler leur modèle économique et tester ce qu'ils ont pu développer en termes de technologie sur le territoire français à l'échelle d'un marché de 200 ou 300 millions de consommateurs. Alors après qu'on utilise vraiment le terme de scaler, c'est aussi vraiment rapprocher des nouvelles technologies, de la high-tech. Et donc généralement, je dis bien généralement parce qu'il ne faut pas être trop mécanique, ce sont des entrepreneurs qui pensent très vite à aller s'implanter, ouvrir un bureau aux États-Unis, à la Silicon Valley, à New York, des territoires donc, qui font vraiment, vraiment rêver. Est-ce qu'il n'y a quand même pas un mirage sur ces territoires-là, ou en tout cas des difficultés, des pièges qu'ils n'arrivent toujours pas à voir malgré les conseils que vous pourrez peut-être d'ailleurs leur donner ? Alors c'est vrai que le cimetière français est déjà bien fourni aux États-Unis, mais en même temps c'est une formidable terre d'opportunités et de tests pour nos entreprises. La tech française est reconnue aujourd'hui, mondialement, et notamment par les Américains. Ce qui est reconnu, à la limite, c'est non seulement le modèle de formation, le modèle de développement, la technologie que nous pouvons mettre en place. Ce qui est formidable pour des entreprises françaises, c'est de développer, de mettre en tension leur modèle économique avec le marketing américain. Et ça, c'est une culture américaine qui est extrêmement forte, que nos entreprises vont pouvoir trouver. On n'a jamais été aussi proche de l'univers américain en termes de développement technologique et de société et d'entrepreneuriat. Les temps et les distances sont raccourcis et nos entrepreneurs sont aujourd'hui deux jambes. Une jambe en France pour le développement pour la plupart et une jambe sur les États-Unis pour pouvoir développer leur business économique d'un point de vue économique, modèle, taille en termes de marché et de consommateurs. Alors je parlais de la Silicon Valley, je parlais de San Francisco et de New York. Est-ce qu'il n'y a peut-être pas d'autres endroits aux États-Unis, je parle vraiment que des États-Unis, qu'on oublierait peut-être. On parle de plus en plus par exemple du Texas qui fait un peu peur. Alors un peu bêtement, les Français associent le Texas à George W. Bush, c'est un peu le passé, alors qu'il se passe quand même plein de choses. Il y a aussi le Michigan avec le secteur automobile qui en tout cas était dynamique il y a encore très peu de temps. Est-ce que vous voyez des choses que les entrepreneurs peut-être ne voient pas ? On constate, c'est vrai, des mouvements extrêmement intéressants aux États-Unis. On voit le retour à l'envie du cow-boy primaire, c'est-à-dire aller chasser la terre un peu sauvage. Et c'est vrai que des secteurs comme San Francisco, comme la vallée, sont quasiment devenus toxiques. Les prix sont extrêmement agressifs, très chers, les collaborateurs sont très versatiles, très volatiles, très difficiles à fidéliser, à recruter. La main-d'œuvre est rare et les prix sont excessifs auprès des collaborateurs. Donc le coût de développement est devenu extrêmement cher. Et l'ensemble de la vallée presque toxique en termes de saturation. Et on voit un phénomène assez nouveau, c'est vrai, d'entreprises qui vont aller s'expatrier en interne dans le pays et qui vont aller s'implanter à Los Angeles, qui est une nouvelle place en train de se développer autour de la tech, à Seattle, dans le Texas aussi, pour aller dans ces nouvelles terres s'implanter avec un écosystème. Ils partent en bande, en meute, autour d'un concept avec des accélérateurs, des accompagnateurs, des investisseurs, et ils vont s'installer à un endroit où ils vont un peu imposer leur base vie et développer leur modèle économique dans d'autres régions que la seule Silicon Valley ou que le seul New York, qui sont déjà deux places fortes en termes d'attractivité. Alors il y a aussi, encore un peu plus large, il y a le Canada. Alors nous, on a le Québec, donc pour nous, c'est vraiment, ça nous rassure beaucoup, mais aussi le Canada quand même anglophone. Et l'autre côté, le Mexique. Vous me parliez, avant de démarrer cette interview, d'Unuma, de l'installation de cet incubateur qu'on connaît si bien ici en France. On l'oublie, le Mexique, mais c'est quand même aussi une belle porte d'entrée pour les États-Unis, en tout cas une belle porte d'entrée sur l'Amérique.
Excellente remarque. On a tellement parlé du Brésil, qui est important, qui est un pays considérable en termes de taille et de puissance économique, qu'on a oublié de regarder le Mexique. Et qu'aujourd'hui, manifestement, Numa est l'illustration de la globalisation de l'accompagnement des entreprises, en France, mais aussi à l'étranger, de la structuration, du coaching de ces boîtes-là, et de leur donner la visibilité sur un marché qui est capable de leur apporter une traction. Voilà. Et l'implantation de Numa à Mexico, l'action de Numa dans d'autres pays du monde, leur regard sur l'Indonésie, leur regard sur l'Inde, leur regard sur Barcelone, c'est le témoignage que ces entrepreneurs, quels qu'ils soient, où qu'ils soient, ils ont les mêmes besoins. Ils ont besoin de briser la solitude, ils ont besoin d'être accompagnés et ils ont besoin d'avoir une traction pour que leur modèle puisse atteindre une taille critique rapidement. Le Mexique est une illustration, le Canada en est un autre, c'est la capacité à s'implanter et à déployer pour accélérer la croissance derrière sur un marché considérable. Il faut dire que le Mexique, c'est un marché unique avec les États-Unis en termes de circulation et de marché homogène. Donc il y a aussi une capacité de pouvoir très très vite adresser, à partir d'une implantation telle que celle-ci, un marché qui va compter près de 400 millions de consommateurs. Alors vous parlez aussi du Brésil qui reste une terre d'opportunité, mais qui est aussi instable en ce moment. Alors je ne parle pas évidemment de la politique ici, c'est pas le but, mais quand même ça peut faire peur. Vous revenez tout juste d'un voyage au Brésil. Comment est-ce que ça se passe là-bas? Comment est-ce que vous sentez les choses? La situation politique est diamétralement opposée à la situation économique. C'est-à-dire que la situation économique n'est pas non plus idéale, idyllique, mais c'est une terre d'opportunités considérable. D'abord, les fondamentaux sont restés relativement stables. C'est une puissance économique majeure. On parle même aujourd'hui de près de 3% de croissance attendue à la fin de l'année, entre 2,7 et 3% après 2 années de récession, en plein scandale politique. Donc malgré tout, la traction est telle que le moteur économique du pays, une fois qu'on a posé l'instabilité politique et qu'on déploie de nouvelles décisions, la croissance est là, quoi, hein. Et d'un point de vue business, je dois reconnaître que les entreprises brésiliennes ont vécu la crise comme le judo. Ils ont épousé la force de l'adversaire et au regard de leurs difficultés, ils se sont déployés dans le monde. Et aujourd'hui, ils commencent à chasser partout. Donc c'est une terre d'opportunité pour nous, pour nos entrepreneurs, parce que la parité euro par rapport au réal brésilien est plus favorable, parce que le prix des sociétés est très abordable et que le meilleur moyen d'entrer dans un pays comme le Brésil avec 200 millions de consommateurs, c'est la capacité d'acheter une boîte pour pas cher. Donc c'est une terre formidable d'opportunités pour des entreprises françaises qui ont l'habitude de gérer des marchés matures, des marchés exigeants, des marchés difficiles à marge étroite, où le retournement est un savoir-faire, où faire pivoter son modèle économique est un savoir-faire. Et là, en matière de French Touch, on a tous les atouts pour réussir au Brésil. Est-ce que cette stratégie d'intégration dont vous venez de parler, c'est-à-dire acheter une boîte pour pas cher, on peut le faire au Chili, qui est aussi un pays qui est très dynamique, et aussi la Colombie, qui même si fait encore un peu peur, bouge beaucoup, très très fort en termes économiques en tout cas. On mettait le doigt sur les pays booming. Ah bah oui. Le Chili, ça a toujours été très discret, pourtant un pays extraordinaire en matière de start-up. Ils ont l'un des programmes les plus performants en termes d'attractivité pour les start-up américaines. Ils sont très bons. Le droit là-bas qui s'applique à la législation du travail ou à la législation sociale dans les entreprises est très proche d'une autre. Finalement, ça fonctionne très bien. Donc effectivement que le Chili, c'est une place qu'il ne faut pas rater, qu'il faut observer, qu'il faut partager entre entrepreneurs. Il faut aller voir ce qui s'y passe en fait. De la même façon que la Colombie s'est réveillée avec une pacification majeure du pays d'un point de vue économique et d'un point de vue sécurité, et qui aujourd'hui est une place comme Medellín par exemple, qui est une des villes les plus trendy du monde. Donc il n'y a pas de fumée sans feu. La stabilité politique, la sécurité ramenée dans ces pays offrent une traction économique dans des pays qui sont très jeunes, majoritairement et massivement ancrés dans les réseaux sociaux et qui ont une existence digitale qui est un tremplin pour nos entreprises qui ont un savoir-faire fort. Alors ça, voilà, on vient de parler de très rapidement, mais du nouveau monde, de ce nouveau continent, l'Amérique du Nord, centrale et Sud. J'aimerais aussi maintenant qu'on parle un peu plus de BPI France, parce que vous êtes quand même le directeur financement et export de chez BPI France. Est-ce que vous pouvez nous rappeler les outils, les programmes pour aider les entreprises à aller à l'international ? Oui, bien sûr. BPI France, qui est une banque publique, la banque publique d'investissement, dispose d'une gamme qui est extrêmement structurante, puissante pour l'export et l'international. L'export et l'international, après l'innovation, est un moteur de croissance pour nos entreprises. Mais c'est aussi une zone de stress. Donc il n'y a pas photo. Le job de BPI France en la matière, c'est d'absorber le stress des entrepreneurs et leur dire: il n'y a pas de raison de ne pas réussir, mettez-vous en mode pourquoi pas, vous pouvez vous déployer à l'international. Alors pour ça, nous avons dans chaque région de France déployé des forces vives, des hussards de l'export, qui sont là pour aider nos entrepreneurs à identifier les potentiels de marché, écrire une stratégie ensemble, être coaché sur ce qu'il faut faire et ne pas faire quand on se déploie à l'international, qu'on est primo-exportateur ou qu'on soit déjà installé, pour s'assurer,
pour se financer ou pour lever des capitaux. Donc concrètement, nous avons par exemple, je prends un exemple particulièrement typique, lorsqu'on ouvre une filiale hors espace européen, nous apportons une couverture, une garantie de fait que cette Comment filiale... ça s'appelle cet outil par exemple? La garantie des projets internationaux. C'est un produit formidable qui nous permet de garantir les apports à la création d'une filiale de distribution, par exemple au Brésil. Vous avez la possibilité, en cas de défaut économique, en cas d'échec de cette filiale, de dépôt de bilan de cette filiale, de récupérer 50% de votre mise. Ça veut dire qu'on est, avec cet outil-là, on peut aller à l'international sans pour autant faire tapis. C'est-à-dire qu'il peut y avoir un problème, on peut revenir... En tout cas, même plus, si vous me permettez, que ce n'est pas une formule défensive, c'est une option offensive. C'est parce qu'on a couvert la moitié de l'apport à une filiale qu'on va faire le Chili après avoir fait le Brésil. Et on le fait tout de suite, on n'attend pas. Il y a un moment clé, une situation, un alignement d'étoiles qui nous est favorable en ce moment pour les entreprises françaises dans ces marchés-là. Il faut y aller et il faut accélérer à ce moment-là. Donc au-delà de la garantie, nous avons évidemment des prêts de croissance internationale, par exemple, pour financer le BFR de croissance de l'entreprise, lui donner les moyens d'injecter du cash dans sa filiale pour recruter une équipe, recruter du matériel, du stock, faire l'acquisition, du build-up d'une société à l'étranger, par exemple. Nous avons également la mobilisation de créances à l'international. Une fois que vous avez dealé votre contrat, que vous avez signé avec un grand donneur d'ordre, vous avez parfois à subir des délais de paiement, on peut les mobiliser. Et puis enfin, le dernier, mais pas des moindres, le crédit export, c'est la capacité pour nos entrepreneurs de vendre leurs outils, leur matériel, ce qu'ils ont pu construire et fabriquer en France, à des acheteurs étrangers avec un crédit adossé. Concrètement, en leur disant « je ne te vends pas mon matériel, je te vends du temps ». Tu as le temps de me payer et moi je suis sécurisé, je suis payé de suite. Donc c'est une ingénierie financière au final très, très historique, ça existe depuis très longtemps, mais nous avons construit l'ensemble de ce continuum de financement avec une seule idée, descendre le centre de gravité de l'export dans les PME françaises et chez les entrepreneurs, leur dire que l'export c'est possible et que les moyens qui existent sont à leur disposition et à leur échelle. Et puis en plus il y a quand même toujours ce travail d'évangélisation que vous faites aussi auprès des banques brésiliennes, enfin en tout cas des pays dans lesquels vous rentrez. Vraiment, vous connaissez l'écosystème aussi du pays visé par la PME. Absolument, c'est essentiel. Ça me fait penser à un sujet relativement fort qui un jour peut-être, que nous saurons écrire peut-être un jour, c'est l'idée de la banque de la diaspora. Des entrepreneurs français, il y en a partout dans le monde. Il y en a partout dans le monde. Banque de la diaspora. Ils sont pas forcément attachés au territoire physiquement, mais ils sont français, ils sont fiers de l'être et ils entreprennent ailleurs. C'est très souvent le cas. Et il faut qu'on trouve les moyens de ne pas les laisser orphelins d'une ressource et d'une capacité à financer, à lever des capitaux. Donc, à nous d'écrire l'histoire qui ira avec dans les 10 ans qui viennent peut-être, mais la capacité que nous aurons à convaincre les banquiers locaux de financer ces projets, parce que nos Français ont besoin de notre soutien. C'est vraiment une très bonne idée parce que nous aussi, là, dans cette émission des entrepreneurs du monde, beaucoup de fois on a entendu des entrepreneurs qui sont à l'étranger qui se disent voilà, moi on m'entend pas, on croit que j'ai fui la France, on croit que j'ai voulu une vie plus facile, un espace de business plus facile, alors que c'est pas toujours le cas. On pense à la Chine, on pense aux États-Unis, je pense même à l'Argentine ou d'autres pays comme ça. Et une banque de la diaspora, ce serait vraiment de leur dire voilà, vous existez même si vous n'êtes pas attaché au territoire, vous restez français. C'est vraiment en tout cas une très belle idée à faire développer. Alors maintenant, on a vu un petit peu plus les outils de BPI France, bien entendu tous ces outils qu'on peut retrouver sur votre site bpifrance.fr. Maintenant aussi, j'aimerais qu'on parle de ce continent du futur, celui dont je parlais en début d'émission. C'est l'Afrique, bien évidemment, parce que c'est un pays qui à la fois fait peur, mais qui d'un autre côté est en train d'exploser dans le bon sens du terme économiquement. Que ça soit du côté du Kenya, que ça soit du côté de l'Angola, que ça soit même en Afrique du Nord, avec le Maroc qui devient une vraie place aussi d'échange pour tous les entrepreneurs africains. L'avenir, il est là-bas pour les entrepreneurs français, c'est ça? Vous n'êtes pas loin de la vérité. C'est-à-dire qu'on n'a globalement pas très bien réussi l'Asie pour les entrepreneurs français, pour la tech ou pour les entreprises plus matures, le digital en soi, etc. etc. L'Asie n'a pas été... il y a eu des succès, mais ça a été très difficile pour nombre d'entreprises, très individuelles, très épisodiques. Il ne faut pas rater l'Afrique. Oui. Voilà. L'Afrique, le réveil est en cours, le déploiement de l'Afrique est colossal aujourd'hui. Vous avez dans un pays comme la Côte d'Ivoire près de 26-27 millions d'habitants et vous avez 30 millions d'abonnés téléphoniques qui ont une carte à puce. Le moyen de paiement mobile s'est déployé en Afrique et a créé des fortunes colossales pour les développeurs qui ont travaillé sur ces modèles économiques de paiement mobile sans contact à travers des téléphones.
Le déploiement de la téléphonie mobile, de l'Internet sur mobile aussi, a permis d'évangéliser toute une génération de jeunes africains au e-commerce. Regardez aujourd'hui l'équivalent d'Amazon sur l'Afrique de l'Ouest, qui est un investissement de AIG, qui est colossal, formidable. Mais où sont est-ce qu'elles sont là, les entreprises françaises pour le moment? Où est-ce qu'elles sont? Le mouvement français est en cours, oui. C'est une réalité. D'ailleurs, nous travaillons régulièrement avec notre accélérateur. Je vous rappelle, nous avons un accélérateur dans lequel nous avons des entreprises que nous coachons, hébergeons, accélérons dans l'ensemble de leurs besoins. Eh bien, nous allons les emmener en Afrique. Nous allons emmener 25 entreprises en Afrique pour leur dire, voilà le marché qu'il ne faut pas rater aujourd'hui au niveau de l'attraction du marché technologique, santé, habitat, les réseaux sociaux, bien évidemment, c'est un des continents les plus connectés au monde. En termes de divertissement, on oublie que la 3e place au monde en matière de cinéma et de production du visuel, c'est le Nigeria. Donc c'est un continent qui est plein d'opportunités, qui n'est pas facile, qu'il ne faut pas improviser, il ne faut pas y aller comme ça, la fleur au fusil. Il faut se préparer, il faut se structurer, il faut surtout être bien accompagné. Et c'est bien là le rôle aussi de BPI France avec l'ensemble de l'équipe de France de l'Export que d'apporter l'accompagnement autour de l'entrepreneur pour essayer de défricher les zones à risque, les zones en danger autour de lui et lui permettre de sereinement se déployer sur le continent africain. Vous avez parlé du Nigeria. Est-ce qu'il y a d'autres pays peut-être qu'on oublie un peu? Le Ghana aussi a toujours très bonne presse. Ce sont des pays sur lesquels il a bonne presse, mais la situation est quand même délicate sur le Nigeria, moment. Oui. Sur le Nigeria, sur le Ghana. Pourquoi? Parce que ces pays de l'oil and gas, qui ont une diversification pas totalement parfaite quand même en termes de ressources énergétiques, ont construit leur budget sur le pétrole et sur le gaz. Et aujourd'hui, la crise mondiale autour du pétrole et la tarification du gaz sur les marchés mondiaux fait que ces pays ont des problèmes de ressources. Ça ne veut pas dire qu'il faut partir en courant. Oui. Ça veut dire que c'est différent en termes d'équilibre économique et qu'en revanche, l'ensemble de la solution que nous pouvons apporter pour améliorer la performance énergétique, améliorer la productivité industrielle de ces pays qui n'avaient pas cette logique auparavant au regard d'une croissance rapide et facile depuis 10 ans, c'est une valeur ajoutée exceptionnelle pour nos entreprises françaises que de s'exprimer sur ces territoires. Vous êtes en train de dire en fait qu'il y a de la place pour les startups innovantes françaises. C'est-à-dire que les pays d'Afrique ne sont pas forcément des pays qui reposent sur l'énergie de l'industrie, du pétrole, du gaz, ces choses-là. On peut faire des choses tout en n'étant pas forcément dans l'industrie. Absolument. Je vous rappelle que les premiers French Tech Hubs d'Afrique ont été ouverts à Abidjan et au Cap. Donc ce sont 2 pays stratégiques qu'il ne faut pas rater. Si vous ne mettez pas le Sénégal, si vous ne mettez pas le Kenya, ni la Tanzanie, ni la Côte d'Ivoire, ni l'Éthiopie dans votre business plan aujourd'hui, je ne dis pas que vous passez à côté de l'essentiel de l'attraction africaine, mais vous passez à côté de beaucoup d'opportunités business. Eh bien, écoutez, merci beaucoup Pedro Novo. Je le rappelle, vous êtes directeur du financement export chez BPI France. Nous sommes toujours chez WeDoBiz pour un nouveau numéro. C'était un nouveau numéro des entrepreneurs du monde. Le mois prochain, on va cette fois-ci retrouver un entrepreneur non pas français mais francophone, un Italien qui va nous parler du nord de l'Italie. Je ne vous dis pas quelle ville, c'est la surprise. Merci à vous et je vous dis à bientôt. À bientôt.